bonjour et bienvenue à ce balado réalisme climatique du 16 juillet 2026. Je vous invite à cliquer le pouce en l'air en signe d'appréciation ainsi qu'à nous faire part de vos commentaires afin d'en améliorer le contenu. Et si vous n'appréciez pas notre réaliste position, alors passez votre chemin car ici nous souhaitons informer les gens de bonne foi de ce qui est fondé en vérité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un défenseur de notre position éditoriale, puisqu'il est notamment membre fondateur depuis 2015 de l'Association des climato-réalistes de France, M. Christian Gérondeau. M. Gérondeau est ingénieur, il a été conseiller de plusieurs premiers ministres français dans le domaine du transport. Il a créé le réseau express régional parisien et a été le responsable national puis européen de la sécurité routière. Depuis de nombreuses années, il approfondit le dossier de l'énergie et de l'écologie, ayant écrit plusieurs ouvrages à ce sujet. Citons entre autres son livre publié en 2023, Le climat par les chiffres, sortir de la science-fiction du GIEC, 30 ans de mensonges, que je vous invite à vous procurer. Bonjour, M. Gérondeau, et bienvenue à notre balado québécois sur le réalisme climatique, ou comme vous dites en France, notre podcast. Eh bien, bonjour. Je suis fort heureux de participer à cette émission. Merci. Et de la France, c'est le 14 juillet. On a filmé l'émission le 14 juillet. Alors, merci de vous rendre disponible malgré cette fête importante nationale chez vous. Alors, notre formule est très simple. Nous offrons 3 segments d'une vingtaine de minutes permettant de présenter différents argumentaires, permettant d'éclairer nos auditeurs face à la propagande mondialiste, climato-hystérique et mensongère qu'on nous sert depuis 3 décennies, soit depuis l'alarmiste sommet de Rio de 1992 et son fameux mondialiste agenda 21. Fait intéressant au Canada, que peut-être que vous connaissez, et particulièrement au Québec, le secrétaire général de ce sommet de Rio était le mondialiste ontarien, donc de la province de l'Ontario, canadienne, Maurice Strong, assisté par notre ex-bref premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson, et faisait suite au premier sommet de la Terre tenu 20 ans plus tôt, en 1972. Maurice Strong, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est décédé aujourd'hui, a été PDG de Power Corporation Canada jusqu'en 1966. De la fin de 1970 à 1972, il est secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et fait également partie du comité exécutif de la fameuse Fondation Rockefeller. De 1976 à 1978, il est PDG de Petro-Canada, une pétrolière privée étatisée à grands frais par le premier ministre d'alors, le mondialiste Pierre Elliott Trudeau, père de Justin Trudeau. Maurice Strong a été, en 1988, l'un des membres fondateurs du GIEC, ce qui n'est pas banal, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dont le nom original en anglais était plutôt IPCC pour Intergovernmental Panel of Climate Change, ce qui n'a évidemment rien à voir avec l'insidieuse appellation en français. Alors, M. Gérondeau, allons-y avec une première question, un premier point. Vous parlez de science-fiction du GIEC. Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs, pourriez-vous d'abord nous parler de ce fameux GIEC? Le GIEC, c'était un organisme qui a été créé un peu avant 1992, un peu avant le sommet mondial de Rio, et qui est en fait une émanation des Nations Unies qui n'a rien de scientifique, puisque chaque pays membre des Nations Unies fait partie du GIEC, donc pratiquement 200 pays, et vous imaginez bien qu'il n'y a pas 200 pays qui ont des experts du climat. Donc, en réalité, on est là sur une première tromperie, mais fondamentale, et qui éclaire bien. Faire croire qu'il s'agit d'un organisme d'experts, alors que ce sont les représentants officiels des 200 pays qui composent la planète,
c'est manifestement une tromperie. Et la France, vous avez à juste titre indiqué que le GIEC, dans la dénomination française, s'appelait groupe d'experts, mais il n'y a pas que dans la dénomination française. Si vous regardez en espagnol, en russe, en arabe, dans toutes les langues, on a traduit le mot anglais panel par groupe d'experts. Mhm. Et ce qui évidemment est un mensonge, puisque ce ne sont pas des groupes d'experts, ce sont des représentants des pays. Et vous pensez bien que la plupart des pays n'ont aucun expert du climat. Ils envoient qui alors? Ils envoient un représentant officiel, qui est généralement un diplomate, et qui obéit à ce qu'on lui dit. Et comme on ne veut pas faire de peine aux Nations Unies, il reçoit instruction d'approuver des rapports qui en réalité ne sont absolument pas des rapports scientifiques, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire. Exact. Donc ça, c'est le point de départ historique. Et ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est que ça fait plus d'un tiers de siècle et que cette tromperie continue. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en parler à des représentants français en leur disant, mais comment est-ce que vous acceptez qu'on traduise le mot panel par groupe d'experts? Et je me souviens très bien d'une personnalité importante du GIEC qui m'a répondu, Monsieur Panel, ça veut dire groupe d'experts, au revoir monsieur. Et la personne est partie. Et Donc voilà. on est là devant le début d'une série de tromperies, de mensonges sur lesquels je pourrais revenir et qui ont pour but de répandre la peur, de faire croire que nous allons à la catastrophe, alors que c'est absolument pas le cas. Mais dès qu'il y a une vague de chaleur, ou au contraire d'ailleurs une vague de froid, Ouais. on explique que le climat est déréglé, que ça n'a jamais été comme ça, et bien entendu, c'est parfaitement inexact. Exact. Ben, écoutez, dans la même ordre d'idée, en février dernier, le quotidien Le Monde, le fameux quotidien, publiait un article intitulé Qui est derrière l'association des climato-réalistes, pardon, qui dénonce un complot du GIEC, précisant que votre collectif, né au moment de l'accord de Paris, ce qui est vrai à mon avis, ne compte pas dans ses rangs de spécialistes de la science du climat. Donc, avec ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, il mentent dans l'article même en vous dénigrant par rapport à cette réalité-là qu'il n'y a pas de spécialistes. Oui, en fait, il y a eu la prise en main. C'est d'ailleurs tout à fait officiel, mais la prise en main des Nations Unies elles-mêmes par des organismes écologiques. C'est très facile à vérifier. Ceux qui ont le temps peuvent regarder l'organigramme des Nations Unies et verront que les deux principaux départements des Nations Unies, qui s'appellent le Programme des Nations Unies pour le développement et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, sont dirigés par des représentants des ONG, comme Greenpeace, comme d'autres, et qui, évidemment, ne sont pas neutres. Et donc, nous avons assisté, et nous assistons toujours, à une prise en main mondiale par un noyau de gens qui, finalement, ont une motivation pour la plupart, je dirais, de nature religieuse. Ces gens sont persuadés que l'homme est nocif et que l'homme est mauvais. Et à partir du moment où, par exemple, l'homme utilise du pétrole ou du charbon et qu'il émet du CO2, forcément le CO2 est mauvais. Mhm. Mais il n'y a rien d'autre derrière. Quand on regarde les choses, on s'aperçoit par exemple que du temps des dinosaures, il y avait 4 ou 5 fois plus de CO2 dans l'atmosphère qu'aujourd'hui. Que je sache, les forêts ne brûlaient pas tous les jours du temps des dinosaures. Et si on remonte plus loin, d'ailleurs, il y a des époques encore plus lointaines où là, il y avait 10 à 20 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui dans la planète. Si on en croit les rapports officiels du GIEC, la mer aurait dû bouillir et les poissons être tous cuits. Et bien entendu, ce n'était pas le cas. Donc, en réalité, il y a plus de CO2, par exemple, en 2026, aujourd'hui, qu'il y a un siècle. Ça, Mhm. personne ne dit le contraire. Mais ça ne change pas le climat pour autant. Le climat que nous connaissons aujourd'hui est un climat qui se réchauffe et en réalité, nous vivons un cycle parce que sans remonter au temps des dinosaures, ce qui nous entraînerait un peu loin, euh,
on peut remonter à l'époque romaine, il y a 2000 ans. Et tout le monde sait qu'à l'époque romaine, il y avait ce qu'on appelle un optimum, l'optimum romain. La température était à peu près celle que nous connaissons aujourd'hui. Mhm. Et puis ensuite, il y a eu une période très froide qui a duré jusque vers l'an 1000. Et en Europe, c'était les invasions des barbares. D'ailleurs, il y a pas de monuments qui ont été construits pendant cette époque, c'était la guerre. Et puis le climat s'est réchauffé aux alentours de l'an 1000, et là, l'Europe s'est couverte de cathédrales, Mhm. de manière extraordinaire d'ailleurs. En 2 siècles, il y a eu une centaine de cathédrales qui étaient et qui sont toujours là, et qui sont des splendeurs. Et puis il y a eu ensuite, vers l'an 1500, un nouveau refroidissement que les spécialistes appellent un petit âge glaciaire. Ouais. Et là maintenant, depuis un peu plus d'un siècle, nous connaissons une période de réchauffement, ce qui est extrêmement heureux, parce qu'il y a beaucoup plus de morts quand il fait froid que quand il fait chaud. Mhm. Donc voilà ce que nous connaissons des cycles naturels. L'époque que nous vivons aujourd'hui n'a rien d'anormal, elle ressemble tout à fait au cycle que j'ai mentionné tout à l'heure, celui de l'époque romaine, on appelle l'optimum romain, puis il y a eu l'optimum médiéval aux alentours de l'an 1000, et là nous vivons un optimum, que l'optimum contemporain. Mhm. Il fait plus chaud qu'il y a un siècle, et tant mieux. Et tant mieux. Mais justement, dans votre livre, Le climat par les chiffres, vous mentionnez que l'atmosphère compte 3 300 milliards de tonnes de CO2 et que l'Europe en ajoute, donc l'action de l'homme, selon la propagande, en ajoute la quantité insignifiante que d'une seule tonne par an. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Ah ben, si vous voulez, ça c'est un deuxième des mythes fondateurs, un des deuxièmes mensonges. On lui dit, voilà, il y a de plus en plus de CO2, c'est très dangereux, supprimons nos émissions de CO2. Mais il faut regarder les chiffres, et vous les avez rappelés. La masse du CO2 aujourd'hui dans l'atmosphère, là, tous les scientifiques sont d'accord, c'est 3300 milliards de tonnes. Et le continent entier, qui est le continent européen, ajoute 1 milliard de tonnes par an. 1 milliard à 3300. Bah, vous voyez bien que même si vous divisez par deux les émissions européennes, ça ne changera rien. Mhm. Les ordres de grandeur sont là. Ils s'opposent à ce que les efforts qu'on nous demande puissent servir à quelque chose. Et ça, c'est un deuxième des mythes qui constitue la religion écologiste. C'est le mythe que nous y pourrions quelque chose. Nous n'y pouvons rien. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est dépenser énormément d'argent pour rien. Ça, Ouais. nous sommes particulièrement bons pour le faire en Europe, peut-être un petit peu aussi au Québec. Et quelle est, selon vous, la source de cet objectif-là qui, comme vous le dites si bien, c'est l'ensemble de l'Occident qui est affecté par la même stratégie mondialiste de propagande mensongère? C'est quoi l'objectif et qui sont derrière ça? Ben, écoutez, je pense qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Mais au départ, il n'y a aucun doute possible, c'est une minorité très petite, peut-être 1% de la population, qui a intrinsèquement une vision négative de l'homme. Hmm. L'homme, mais vous savez, c'est pas nouveau. Nous, on a eu en France quelqu'un qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau, et c'était la même chose. Il expliquait que l'humanité était mauvaise. Pourquoi? Eh bien, c'est un sentiment instinctif. L'homme est mauvais, il est donc coupable. Ça ressemble un peu d'ailleurs à notre religion fondatrice, la religion chrétienne. Et puisqu'il est coupable, il faut qu'il se repente et qu'il fasse quelque chose. Il y a un parallélisme total avec ce qui se passe en ce moment. Donc, l'homme émet du CO2, la température se réchauffe, bon, ben, c'est la faute de l'homme. Tout ça est dangereux, il faut arrêter d'émettre du CO2 parce qu'on est coupable. Et à ce moment-là, les choses rentreront dans l'ordre. Mais il y a une motivation que je qualifie de religieuse, parce Oui. que elle est évidemment très dangereuse, parce que les guerres de religion, on sait très bien qu'il n'y a rien eu de pire. Il y avait ceux qui étaient pour le Christ, ceux qui étaient pour Mahomet, ben, ils se tuaient allègrement et ils n'étaient pas plus méchants les uns que les autres. Chacun y croyait. Et là, c'est le point de départ. Et puis, bien entendu, ensuite, vous avez des gens qui ont des intérêts. Alors, c'est évident que les fabricants d'éoliennes ont intérêt à faire croire que c'est absolument indispensable, qu'il faut faire de l'électricité avec des éoliennes.
Et on pourrait d'ailleurs à ce moment-là peut-être faire une petite digression sur l'électricité, parce que nos deux pays, je parle du Québec et je parle de la France, ont un point commun, c'est que nous avons de l'électricité produite sur notre territoire qui ne produit pas de CO2. Alors chez vous, c'est l'hydraulique, bien entendu, avec le barrage que j'ai visité il y a déjà très longtemps, au nord du Québec. Et puis nous, c'est nos réacteurs nucléaires, on en a 57, ce qui est énorme, qui produisent beaucoup d'électricité. D'ailleurs, nous en avons une douzaine au-delà de nos besoins, ce qui fait que nous en exportons. Mais à ce moment-là, expliquez-moi pourquoi il faut faire en plus des éoliennes et des panneaux solaires alors que nous n'en avons pas besoin. Mais donc, ce sont des groupes de pression qui trouvent un intérêt financier à appuyer les théories dominantes. Alors, je dirais que ce sont les deux principales. J'en ajouterai une troisième, c'est le monde politique. Oui. Parce que, bien entendu, euh, un homme politique qui oserait dire ce que je viens de vous dire, eh bien, je lui souhaite beaucoup de chance aux élections. C'est pas très facile. Parce que comme tous les médias répètent inlassablement la même chose, c'est-à-dire la culpabilité de l'homme, Ouais. la nécessité d'enlever nos émissions, l'homme politique qui dira mais tout ça est faux, il va avoir beaucoup de difficultés. Encore que c'est ce qui se passe de l'autre côté de la frontière que vous avez avec les États-Unis. Et actuellement, le président Trump répète que tout ça ne tient pas debout. Et en l'occurrence, je ne parle que de ce sujet-là, il a entièrement raison. Il se trouve que je connais ses conseillers qui sont des professeurs d'université éminents et qui disent ce que je vous dis. C'est-à-dire que les phénomènes du climat ont toujours changé, pas plus ni moins en ce moment qu'autrefois. Effectivement, parce qu'avec Rénal Duberger, qui vient souvent à notre balado, on était à Washington lors du sommet du Heartland Institute à Washington pour justement rencontrer les sommités mondiales du réalisme climatique. Et c'est ce qu'on nous disait là-bas, c'est qu'heureusement, depuis l'administration de Trump, il y a eu une déréglementation importante qui fait en sorte que les industries peuvent un peu plus respirer. Mais depuis le sommet de Oui, Rio, il y a 34 ans, la consommation énergétique mondiale, elle n'est pas, pas banale. Elle a augmenté de 70. Et dans des pays du tiers-monde comme aux Indes, on exploite une centaine de mines de plus par année. Il y a des raisons par rapport à cet aspect-là. C'est que le besoin énergétique croît et on s'aperçoit que l'industrie s'est ajustée et que si on veut s'attaquer à la pollution, il y a des moyens industriels de le contrer. Mais ça ne justifie pas cette espèce de politique du zéro net émission de CO2 qui ne semble même pas être justifiée scientifiquement. Comment se fait-il qu'on ait les États-Unis tout à coup qui réagissent et l'Europe qui semble s'enliser dans une direction inverse? Et nous, au Canada, pendant ce temps-là, avec le premier ministre Carney, on a pris le modèle de l'Europe comme continuité. Vous pouvez imaginer ce qui s'en vient, là. oui, c'est évidemment très regrettable ce qui se passe en Europe. Je vous dis, je ne pense pas que ça dure éternellement. Parce que, par exemple, un exemple très simple, l'Europe s'est fixé comme objectif de supprimer ses émissions de CO2 en 2050, ce qui est un rêve, c'est Ah oui, complètement impossible. oui, Mais comme objectif secondaire, de passer à la voiture toute électrique oui. en 2035. Mhm. Et le brillant résultat de cette politique européenne, c'est que actuellement, aujourd'hui même, la firme Volkswagen, qui était le champion européen de l'automobile, envisage de supprimer 100 000 emplois, Mhm. de fermer 4 usines majeures en Allemagne, parce qu'ils sont incapables de passer au tout électrique et qu'on n'a pas demandé leur avis. Donc là, on est en train de tuer l'industrie européenne. Et puis, il n'y a pas que dans ce domaine-là. Je vous dis, multiplier les éoliennes. Les éoliennes, c'est très bien quand il y a du vent. Mais Mhm. qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent? Ben, il n'y a qu'à voir l'Allemagne. L'Allemagne a supprimé les éoliennes, a supprimé ses centrales nucléaires pour des raisons
électorale uniquement. Eh bien, qu'est-ce que fait l'Allemagne quand il n'y a pas de vent? L'Allemagne rallume des centrales à charbon qui émettent énormément de CO2. C'est un brillant résultat. Donc, nous assistons à une perte de raison collective auquel peu de gens échappent aujourd'hui. Alors, vous parlez de l'Inde et de la Chine, et ça, c'est très important, ce que je vais vous dire. C'est à peu près la même population, en nombre d'habitants. Simplement, la Chine émet 4 fois plus de CO2 par habitant que l'Inde. Donc tout le monde dit, c'est absolument épouvantable, la Chine. Et l'Inde, par contre, c'est très bien, parce qu'ils émettent 4 fois moins de CO2 que la Chine. Simplement, il y a un chiffre à regarder. C'est le nombre de mortalités infantiles. Et vous vous apercevez que la Chine a pratiquement supprimé la mortalité infantile et que l'Inde a encore près d'1 million d'enfants qui meurent chaque année. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres et parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Il y a des villages qui ne sont pratiquement pas raccordés au réseau électrique. Et donc, il y a une corrélation totale entre la sortie de la pauvreté et la consommation d'énergie. Si l'Europe, et puis à sa suite d'ailleurs l'Amérique du Nord, est sortie de pauvreté progressivement au XIXe siècle, c'est parce qu'on a commencé à exploiter les mines de charbon, et puis après on a exploité le pétrole, et puis on a exploité le gaz naturel, et à partir de ce moment-là, le niveau de vie s'élève, et si le niveau de vie s'élève, la mortalité des enfants diminue, l'espérance de vie augmente, les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé. C'est totalement corrélé. Et ceux qui s'opposent au nom des Nations Unies à ce qu'on utilise des énergies fossiles ont du sang sur les mains. Parce qu'ils ne le savent pas, mais ils tuent. Ils tuent les enfants. Ils le savent. Pas en petite quantité, par centaines de milliers. Donc, en réalité, on a là aussi une conséquence de cette religion, quasi-religion, sur laquelle nous vivons depuis plus d'un tiers de siècle et qui est extrêmement néfaste. Exactement. Mais on comprend que le niveau de vie, le confort qu'on a dans notre monde moderne a une corrélation directe avec la consommation d'énergie. Si vous voulez, M. Girondeau, on va prendre une première pause et puis après, au retour, on poursuit notre discussion. On est de retour. Merci d'être présent avec nous. Nous sommes avec M. Christian Girondeau, un expert de climat, même si les opposants, les écologistes qui sont en religion, comme vous le disiez, M. Girondeau, vous traitent de tous les noms, alors qu'il faut simplement se baser sur les faits. Ce qu'on essaie d'amener ici au balado Réalisme climatique, c'est vraiment des faits qui sont avérés. On a la chance, depuis une trentaine d'années, de pouvoir dénoncer les scénarios catastrophiques qu'on nous a annoncés à partir du sommet de Rio en 1992. Et maintenant, on a des faits corroborés. Les balados passés, je vous invite à aller les voir. Les deux derniers, on avait des faits très précis, des analyses qui ont été faites par un professeur américain et des réalités même qui touchent le Canada. Ce qu'on disait avant la pause, M. Girondeau, c'est qu'en Europe, l'absurde objectif non fondé scientifiquement de décarbonation
a entraîné la folie du tout à l'électricité. Vous parliez de l'impact pour Volkswagen, des centaines de milliers de mises à pied. Au Québec, on avait un gros projet de batterie sur le gouvernement actuel qui a complètement été arrêté, stoppé avec plusieurs centaines de millions de dollars d'investis, qui était relié justement avec Volkswagen, entre autres, qui annonçait des grandes perspectives. Alors, on voit que le désastre économique est déjà dans les résultats qu'on connaît. Et en plus, on a une taxe carbone qui existe en Amérique du Nord. Je ne sais pas si vous avez l'équivalent en France, mais c'est assez phénoménal que le Québec soit le seul État qui a une taxe carbone à la consommation qui vient, vous pouvez imaginer, en période d'inflation comme on vit actuellement, alourdir le fardeau des plus pauvres par rapport à l'alimentation, parce que l'alimentation en Amérique du Nord voyage énormément sur les routes, fait en sorte que le coût des combustibles vient affecter directement la première nécessité qui est l'alimentation. Comment est-ce en Europe de votre côté? Alors, en Europe, nous avons l'équivalent d'une taxe carbone. C'est la taxe sur les carburants. Ouais. Quand on prend un litre d'essence, en Europe, il est presque 2 fois plus cher qu'au Canada, et qu'au Québec en particulier. Et ça, c'est directement une taxe qu'on n'appelle pas taxe carbone. D'ailleurs, le gouvernement précédent, il y a quelques années, avait voulu créer une taxe carbone. Et le résultat, dont vous avez probablement entendu parler, ça a été une révolte nationale. Et les gens sont descendus dans la rue en mettant les gilets jaunes qui sont obligatoires en cas d'accident. Chaque conducteur est obligé d'avoir dans sa voiture un gilet jaune. Et le gouvernement est obligé de reculer parce que c'était une protestation unanime. Donc, au point de vue taxe carbone, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Nous en avons déjà, celle-là notamment, d'autres aussi. Au prétexte de sauver la planète, comme si ça pouvait avoir la moindre influence, qu'on roule un peu plus ou un peu moins dans le sud ou dans le nord de la France sur le climat. Tout ça n'a aucun sens, mais comment dirais-je, les idées véhiculées par ce petit groupe, et notamment Maurice Strong, à qui vous avez fait référence tout à l'heure, ont conquis la planète. C'est un phénomène qui n'est pas unique, parce que périodiquement, quand vous regardez l'histoire, vous avez ce même genre de perte de raison. Alors, il y en a un qui est bien connu, c'est du temps de Galilée. Du temps de Galilée, tout le monde était persuadé que le Soleil tournait autour de la Terre, et ceux qui osaient dire le contraire finissaient sur l'échafaud, enfin, plus exactement sur le bûcher. Ils étaient brûlés. Il y a un Italien en 1600 qui a été brûlé parce qu'il osait dire que c'était la Terre qui tournait sur elle-même et pas le Soleil autour de la Terre. Donc on a déjà eu régulièrement dans l'histoire ce genre de, comment dirais-je, de perte de raison collectif. Mais celle que nous vivons depuis un peu plus de 30 ans est quand même sans précédent, parce que autrefois, ce n'était pas très grave pour les conséquences, sauf ceux qui étaient brûlés, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est toute notre économie qui est menacée par ces idées fausses. Le montant des dépenses effectuées pour les transports, effectuées pour le bâtiment, effectuées pour la production d'électricité, etc., qui n'ont pas de justification, est absolument énorme. C'est, pour parler, je dirais, en économie, plusieurs points de PIB complètement gâchés, en tout cas en Europe. J'espère qu'il y en a moins au Québec, mais tout ça dans l'idée que nous puissions influer sur le sort de la planète. Donc, autrefois, j'évoquais tout à l'heure Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui était en débat avec Voltaire. C'est un débat qui était bien connu. Et Voltaire, lui, était très raisonnable. Il dit non, l'homme n'est pas mauvais. Bien sûr, l'homme, de temps en temps, fait des choses qui vont pas dans le bon sens, mais globalement, l'humanité progresse. C'était la position de Voltaire, qui est quand même une référence, après avoir été la position de Descartes, qui était un grand philosophe au siècle précédent. Mais là, nous avons perdu la raison collectivement. Combien de temps est-ce que ça durera? C'est une autre question.
Mais si vous écoutez les Indiens que vous évoquez tout à l'heure, eux, ils ont bien compris, ils vont faire comme la Chine. Donc, comme il y a 1,5 milliard d'Indiens, ce que nous pouvons faire en France ou au Québec, évidemment, n'a aucune influence. Mhm. Sinon, de nous provoquer des dépenses et puis de répandre, alors je ne sais pas si c'est le cas au Québec, mais en tout cas en France, un pessimisme profond, notamment parmi la jeunesse, à qui on explique que nous sommes coupables, que chaque fois que nous faisons quelque chose de sympathique et d'agréable, comme prendre notre voiture et aller faire un tour en consommant de l'essence, eh bien c'est très mal, et que donc c'est pas très gai, parce que cette vision négative des choses, c'est celle qu'ont et qu'avaient ceux qui ont répandu ces idées, cette fausse religion. Mhm. Eh bien, cette idée d'une négativité, d'une dangerosité de l'homme, d'une culpabilité permanente Culpabilité. est en train largement de conquérir la jeunesse. Et c'est triste parce que ça n'a aucune base réelle. Au contraire, que se passe-t-il si on prend le siècle qui vient de s'écouler? Les progrès sont illimités. Ils sont Exact. illimités en médecine, ils sont illimités en qualité de vie. Vous voyez des jeunes qui disent ah bah tiens, la semaine prochaine je vais aller, alors je sais pas où moi, au Brésil, je vais aller euh, en Australie, on prend l'avion, on revient. Tout ça a été impensable il y a Mhm. quelques décennies. Ouais. Donc le niveau de vie s'élève, la nourriture est plus abondante que jamais, la Exact. faim a pratiquement disparu de la planète, sauf dans les zones où il y a des conflits. Ouais. Mais là où il n'y a plus de conflits, les rendements ont augmenté. J'évoquais l'Inde tout à l'heure, c'est tout à fait extravagant. Il y a eu un livre qui a été publié il y a, je crois, une cinquantaine d'années, qui s'appelait en anglais The Population Bomb, la bombe de la Mhm. population. La population mondiale va exploser et donc il y aura des morts de faim par centaines de millions. C'est exactement le contraire qui s'est Exact. passé. Les rendements agricoles en Inde, tenez-vous bien, ont été multipliés par 6. Mhm. Donc maintenant, l'Inde, au lieu d'être le lieu où il devait y avoir des centaines de millions de morts, exporte Mhm. du blé, du Wow. maïs et d'autres produits agricoles. Donc le progrès est partout et on réussit à répandre une image négative du monde dans lequel nous vivons. C'est profondément triste. Et c'est beaucoup ce qu'on a traité ici au balado Réalisme climatique avec professeur Duberger, où on parlait que les enfants sont carrément conditionnés au fait que la planète va mourir, là, de cette espèce de slogan absurde qui a été véhiculé, qui est encore véhiculé, qu'il faut sauver la planète, a créé des générations, il y a 2 générations, de total angoissés, que ce soit en Amérique ou en Europe, donc partout en Occident. Et un des coûts énormes qu'on néglige, c'est justement l'exploitation des combustibles comme le gaz naturel. Par exemple, au Québec, on a une étude de l'Institut économique de Montréal qui statuait que on laisse 93 milliards de dollars canadiens enfouis parce qu'il y a des lois qui interdisent l'exploitation de notre ressource qui est sous nos pieds, alors que le gaz naturel, on sait très bien que c'est un produit qui permet des avancées au niveau justement de la population en termes de confort et de véhicules, de transition et de même régler l'ensemble des problématiques que l'on a par rapport à ce progrès. Sur 25 ans, 93 milliards, vous pouvez imaginer le nombre d'écoles, d'hôpitaux, donc de soins qui sont criants. Actuellement, c'est criant de voir les besoins qui ne sont pas rencontrés. C'est sûrement la même chose en Europe, je suis persuadé. Alors, comment se fait-il qu'on arrive à gober cette propagande-là? Je comprends chez les jeunes qui ont été conditionnés. Nous, on veut les rejoindre pour leur dire, écoutez, on vous a menti tout le temps que vous étiez à l'école de votre jeunesse. Maintenant que vous êtes adulte, allez-y et questionnez vos élus et modifiez ces politiques absurdes-là. Mais qu'en est-il des plus vieux qui, comme vous le disiez tout à l'heure, bonne chance aux élus qui tiennent un tel discours parce que les, les électeurs vont se révolter contre eux. Oui, oui. En tout cas, pour faire une campagne électorale, c'est pas la meilleure formule. Maintenant, rien n'empêche d'avoir des élus, et je pense qu'il y en aura, qui, une fois arrivés au pouvoir,
étant confronté à la réalité. Je prends un pays comme la France où nous nous endettons d'une manière incroyable. La dette de la France actuellement, c'est 3 500 milliards d'euros. Alors en dollars canadiens, ça ferait quelque chose comme 5 000 milliards. Eh bien, il y a un moment où on ne pourra plus payer. Donc, je pense qu'à un moment ou un autre, la réalité reviendra. Ouais. Le plus tôt sera mieux. Et trouvera-t-on des responsables politiques qui auront le courage de le dire? Probablement, mais peut-être pas au moment de la campagne électorale s'ils veulent être élus. Non, effectivement. Mais parlons de campagne électorale, parlons aussi de catastrophe mondiale, parce que maintenant, c'est presque similaire. On le voit avec les élections présidentielles chez vous, mais c'est la même chose ici au Canada et au Québec. On constate dans les dernières décennies qu'il n'y a aucune, et même plus, là, sur une période de 100 ans, on constate qu'il n'y a aucune augmentation de catastrophes naturelles. Ce qui a augmenté, c'est l'accès à l'information qui nous permet en temps réel de voir les catastrophes qui se produisent partout dans le monde. Mais est-ce que vous diriez qu'il n'y a pas d'augmentation comme les faits nous sont présentés depuis plusieurs années maintenant? Écoutez, vous avez présenté le petit livre, qui doit être en vente au Canada d'ailleurs, et qui s'appelle « Le climat par les chiffres ». Et dans ce livre, je donne toutes les statistiques des catastrophes naturelles, des feux de forêt, des inondations. Et sur des dizaines d'années, on ne voit aucune tendance à l'accroissement de ces phénomènes et de ces catastrophes. Donc là où vous avez entièrement raison, c'est que si demain il y a un avion qui s'écrase au fin fond du Sri Lanka, on est prévenu tout de suite. Qu'on habite Montréal ou qu'on habite Paris, on le sait tout de suite. Alors qu'autrefois, bien entendu, on n'en parlait pas, puisqu'on ne le savait pas. Donc, que ce soit une catastrophe naturelle ou artificielle, ou une conséquence d'accident, on est informé tout de suite. Mais il y a des côtés positifs dans l'information. Je vais en citer un. Il y a eu dans le passé régulièrement des ouragans dans différents endroits de la planète, avec des conséquences extrêmement graves. Il y a eu, dans les années 1930, 2 millions de morts en Chine à la suite d'inondations qui ont été terribles et qui ont rasé des parties entières de la Chine. 2 millions de morts. Aujourd'hui, quand il y a des tornades, des ouragans qui arrivent sur un pays, il n'y a pratiquement plus de morts. Alors, quelle est la raison? La raison, c'est que les gens sont prévenus 2-3 jours à l'avance et qu'ils vont se placer dans des endroits élevés où là, il n'y a pas de risque. Et c'est par exemple ce qui se passe au Bangladesh. Le Bangladesh a construit, ça les gens ne le savent pas tous, ne savent pas beaucoup, a construit sur tout son territoire des bâtiments surélevés. Et quand il y a une annonce d'un ouragan, d'une tornade, d'une inondation qui arrive, toute la population est prévenue, monte dans ces bâtiments, attend 2-3 jours que ça se passe et redescend une fois que le danger est parti. C'est extraordinaire. Là où il y avait des centaines de milliers de morts, il n'y en a plus. C'est aussi une des conséquences des progrès de la technique. Exact. Quant aux médias, que ce soit en France ou ailleurs, on a le même problème ici aussi. Donc, les médias de masse traditionnels, on sait qu'ils ont tous embarqué dans cette propagande-là. Ils ont fait partie de ceux qui ont été la courroie de transmission à la population. Ils persistent encore aujourd'hui, mais heureusement, les plus jeunes surtout ont décroché complètement de ces réseaux d'information-là, télévisuels, journaux, etc. Par exemple, actuellement, vous vivez en France et partout en Europe une canicule qu'on a toujours connue dans le passé. Moi, ça me rappelle des années où on a connu des statistiques semblables, où on nous présentait des chaleurs avec un tableau en bleu pâle avec des 32, 34, 38 degrés Celsius. Et aujourd'hui, on nous présente la même chose avec le feu et le rouge et les décès. Et on persiste dans cette psychose généralisée-là. Donc, on voit qu'il y a une stratégie d'alimentation du climat de la peur. Et ça va jusqu'à aller affecter vos politiques. Ce qu'on entend de ce côté-ci de l'océan,
c'est qu'il y a des interdictions en France d'installer des climatiseurs, alors qu'en Amérique, on a pris le virage il y a très longtemps et c'est très, très bien ainsi. Alors, qu'en est-il de cette psychose maintenue en France? On dirait que vous faites cavalier seul, vous êtes devant tous les pays en avance sur la propagande à ce niveau-là. Oui, on est en avance. Moi, j'appellerais ça en arrière. Hein. Oui, exactement. Avancer en arrière. On est complètement à côté de la réalité. Mais malheureusement, c'est public, donc ce n'est pas une attaque personnelle. Nous avons un président de la République qui croit absolument dans les théories en vigueur et qui a voulu faire de la lutte pour l'écologie sa priorité. Quand il a été élu, il y a maintenant 9 ans. Et il répète toujours, et d'ailleurs, il choisit les ministres qui font partie de cette cohorte de gens persuadés que nous sommes coupables, qu'il faut changer nos modes de vie. Et notre président de la République le croit. Alors, vous savez que dans 10 mois, nous aurons un autre président de la République ou une autre présidente de la République. Nous verrons ce qu'il en est, parce que, en tout cas, dans un pays comme la France, l'information vient du haut. Le président donne des instructions aux ministres, les ministres les répètent, et c'est particulièrement vrai en France, parce que nous avons une tradition que nous partageons avec vous, qui est une tradition régalienne. Voilà. C'est-à-dire que tout venait du roi. Et le roi avait le pouvoir absolu. Et nous vivons encore en France avec cette tradition. Si le président l'a dit, c'est que c'est vrai. Parce que c'est comme ça. C'est beaucoup moins vrai dans les pays anglo-saxons, mais en France, c'est très, très présent. Et malheureusement, actuellement, nous avons un président de la République, pas un mystère, qui est un adepte acharné de ces théories qui ne reposent sur rien. Bon, attendons peut-être dans 10 mois pour nous refaire une émission différente, mais pour l'instant, c'est la situation que nous connaissons et qui explique cette perte de raison particulièrement forte. Ceci étant, la France n'est pas le numéro 1 en Europe de ces théories. C'est l'Allemagne. Ah oui, qui a commencé il y a très longtemps quand même. Et l'Allemagne a commencé il y a très longtemps. Malheureusement, on l'a suivi en France et l'Allemagne a le pouvoir en Europe par le canal de quelqu'un qui s'appelle Madame von der Leyen et qui est présidente de la Commission européenne et qui a adopté un texte qui s'appelle le Green Deal, le pacte vert, qui est une véritable catastrophe et qui conduit l'industrie européenne au désastre. Et qui ne comporte aucun fait, aucun chiffre, aucune donnée permettant d'asseoir ces déclarations. C'est extraordinaire. On nous dit qu'il faut supprimer nos émissions. On aimerait savoir quel sera l'impact sur le climat. Voilà. Ce n'est pas la peine. Il y a 80 pages dans le rapport. Il n'y a pas un chiffre. Pas un chiffre. C'est simplement une question de principe. Donc, c'est très triste. Ça, c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Mais avoir des dirigeants qui sont uniquement bons pour parler, c'est pas l'idéal. Et qui connaissent rien aux chiffres, c'est pas non plus l'idéal. Mais malheureusement, ça c'est un peu le propre des démocraties. Généralement, ceux qui se font élire, c'est ceux qui parlent le mieux. Et ça, on le sait. Monsieur Giraudot, on va prendre un autre temps de pause. On est rendu au 3e segment. On va pouvoir poursuivre au 3e segment, justement par rapport à ces aspects-là. On touche à la difficulté que l'on a de contrecarrer ce discours, ce narratif de peur qui est véhiculé par le gouvernement. Et ça, c'est partout en Occident. Alors, on pourra en reparler après la pause.
Alors, nous sommes de retour à notre balado réalisme climatique. On parlait, M. Girondeau, de l'homme est mauvais, donc le CO2 est mauvais, parce que le narratif de peur, c'est un peu ce qui a nourri cette propagande-là et qui s'est transmise à maintenant plusieurs générations de jeunes qui se font dire ça depuis la maternelle ou à peu près. Qu'en est-il de ce lien-là qu'on fait avec le CO2? Parce qu'on a identifié le CO2 comme le gros méchant, mais de plus en plus, on nous indique que c'est pas avéré, c'est pas ça la réalité. Pourtant, le GIEC, il y a quelques mois maintenant, donc on parle du mois de mai, révisait à la baisse les scénarios catastrophes. Toujours pas assez et toujours pas en influençant les fameuses politiques gouvernementales de psychose du tout à l'électrique pour 2035 et de la fin de la planète en 2050 si on ne bouge pas. Donc, quel est le lien entre l'homme est mauvais, le CO2 et aussi le GIEC qui est obligé de mettre de l'eau dans son vin malgré tout? Oui, le GIEC est parfois obligé de mettre de l'eau dans son vin, comme vous dites, mais fondamentalement, le GIEC est catastrophiste. Vous prenez les différents rapports, c'est exactement toujours la même chose depuis 30 ans. Nous allons à la catastrophe, c'est de notre faute, il faut donc que nous changions nos comportements et que nous dépensions, alors là, des milliers de milliards de dollars ou d'euros pour changer le cours des choses. Donc nous avons cette situation qui perdure. De temps en temps, le GIEC, je dirais, atténue un peu ses propos, mais fondamentalement, non. Fondamentalement, c'est la responsabilité de l'homme. Alors, c'est complètement faux, parce que, encore une fois, le CO2, il y en avait beaucoup plus autrefois qu'aujourd'hui. Et le CO2 n'est pas un gaz dangereux. Sinon, nous serions tous morts, puisque lorsque je parle, lorsque vous parlez, nous émettons du CO2. C'est le gaz de la vie, en fait. Hein? Il faut complètement inverser. Et en fait, c'est le gaz de la vie. S'il n'y avait pas de CO2, il n'y aurait pas de photosynthèse, voilà. Il n'y aurait pas de végétaux, il n'y aurait pas d'animaux, et nous ne serions pas là pour en parler. Donc, c'est tout à fait extraordinaire d'avoir réussi à faire passer quelque chose qui est éminemment positif comme étant profondément négatif. Alors, éminemment positif, je donne un exemple parmi d'autres. On sait très bien que les cultivateurs qui, par exemple, produisent des fraises ou des fleurs, peu importe, dans des serres, injectent du CO2 parce que les plantes poussent beaucoup plus vite quand il y a plus de CO2. Et d'ailleurs, actuellement, comme il y a plus de CO2 qu'il y a un siècle, grâce aux émissions qui sont liées à l'usage du pétrole ou du charbon ou du gaz naturel, les rendements agricoles augmentent. Donc c'est un outil de lutte contre la faim. Et malgré cet aspect des choses, qui n'est pas négligeable, eh bien, le CO2 est présenté comme étant complètement négatif. Alors, c'est triste parce que ça ne repose à rien. C'est triste. Il y a beaucoup de pays qui vivent dans la pauvreté, ceux qui n'ont pas accès à l'énergie. Et quand ils proposent des projets de centrales, par exemple, à gaz naturel ou a fortiori à charbon pour fabriquer de l'électricité, donc de leur donner de l'électricité qui leur permettrait de sortir de la pauvreté. Et la conséquence, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est des millions d'enfants qui meurent sur la planète parce qu'ils n'ont pas de soins, parce qu'ils vivent dans la pauvreté. Donc voilà, si vous voulez, un aspect des choses que vous ne trouverez jamais dans aucun rapport du GIEC. J'ai cherché dans les rapports du GIEC le moindre lien quant à l'impact que l'accès à l'énergie pouvait avoir sur le niveau de vie, et je n'ai toujours rien trouvé. Alors que c'est absolument évident que pour sortir de la pauvreté, il faut avoir accès à l'énergie, et que 85 ou 90% de l'énergie aujourd'hui consommée sur la planète provient des énergies fossiles, c'est-à-dire du pétrole, du gaz naturel ou du charbon. On a dépensé des milliers de milliards d'euros ou de dollars sur toute la planète pour créer des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Et ce n'est toujours que 2 ou 3% de l'énergie consommée par l'humanité. L'essentiel provient toujours, et heureusement, des énergies fossiles.
Mais tout ce catastrophisme qui est un peu sectaire, là, on nous présente justement, comme vous disiez, d'une façon religieuse, une adhésion à ce consensus scientifique. Il n'y a jamais eu de consensus scientifique parce qu'en science, une vérité découverte rend la précédente caduque. Donc, c'est une question de fait. Alors, de parler de consensus scientifique, alors que c'est faux à ma connaissance, il y a combien de milliers de scientifiques qui sont d'accord avec ce principe-là, mais il y en a qu'une poignée qui soutiennent le narratif de peur. Que direz-vous à cet effet-là? Là, vous avez tout à fait raison, et c'est quelque chose de très intéressant. Et là, l'intelligence artificielle va nous aider, parce que Ah oui. partout, vous lirez que depuis 15 ans, il y a un consensus de 97% des scientifiques, 97 précis, qui disent que l'homme est responsable essentiel du réchauffement climatique. Ouais. Et si vous regardez cette étude et que vous demandez de voir les résultats détaillés, alors là, vous êtes assis parce que c'est tellement étonnant. Vous allez voir que l'étude dit avoir étudié 11 500 documents. Combien de documents ont dit expressément que l'homme était responsable de la majeure partie, c'est-à-dire plus de la moitié, plus de 50% du réchauffement scientifique? Alors là, il faut être assis parce que quand vous allez dans le détail, il y a 64 études sur plus de 11 000 qui ont dit que c'était l'homme qui était responsable. Eh bien, ils ont réussi à transformer ces 64 études, c'est-à-dire 0,5%, en 97%. C'est-à-dire que là, on a vraiment affaire à un mensonge organisé par des gens qui n'ont pas le moindre scrupule et qui truquent les études pour leur faire dire ce qu'ils veulent que ces études disent. Eh bien, je pense que là, il y a un angle d'attaque possible parce que tout le monde comprend que 64 études sur 11 500, ça ne fait pas 97%. Eh bien, c'est quand même ce que vous pourrez voir si vous allez sur un chercheur comme ChatGPT, sur votre téléphone portable, et que vous lui dites « Peux-tu me donner les résultats détaillés de l'étude qui affirme que 97% des scientifiques affirment que l'homme est le principal responsable du réchauffement climatique ?» À ce moment-là, la machine, l'ordinateur est obligé de vous donner les vrais chiffres et vous constatez que les 97%, en réalité, c'est 0,5%. C'est le mensonge parfaitement organisé et repris ensuite par la plupart des hommes politiques. Et je dirais même par... Moi, je connais des gens tout à fait de bonne foi qui ne peuvent pas imaginer ce que je viens de vous dire. Et d'ailleurs, je pense que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui disent « mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on ose transformer 0,5% en 97%. » Ben, c'est la réalité. Et là, on retourne dans l'histoire ancienne de notre civilisation, parce que c'est exactement, je le disais tout à l'heure, ce qui s'est passé du temps de Galilée, où ceux qui osaient dire que c'était la Terre qui tournait, et pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, étaient brûlés. Alors il y a un grand progrès quand même qu'on a fait, c'est que maintenant on brûle plus les gens. Donc sans ça, je serais plus là, et je ne serais pas là depuis longtemps, il y a longtemps. Mais je connais des gens qui auraient aimé que je sois brûlé, parce que quelquefois, vous avez affaire à des fanatiques, et qui veulent vraiment le mal. Et bon, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de bûcher, ni en France, ni au Québec. Et on s'en porte fort bien. Là, ce qui est heureux, c'est que les bûchers créent des émanations toxiques, selon eux, alors ils vont se priver de nous brûler. On peut encore se réchapper là-dessus. Mais en fait, les fameuses infox ou les fake news qu'on nous sert, comme vous dites, c'est une chose. On peut comprendre les médias qui ont des obligations éditoriales, disons, qui sont manipulées, etc. Mais que penser du fait que les scientifiques, et principalement dans les universités, donc les enseignants des futurs scientifiques, des futures générations, tous les départements universitaires en Occident ont adopté ce narratif de peur. Comment expliquer ça, M. Giraudeau? Je pense que c'est la même raison. À partir du moment
vous êtes inondé d'informations qui disent toutes la même chose. Et sur ce point-là que vous avez évoqué à juste titre, il y a, paraît-il, consensus des scientifiques. Alors on vous dit 97%, 98%, enfin n'importe quel chiffre. Hum, Et comme c'est répété partout, les gens de bonne foi, les gens connaissent, ne peuvent pas imaginer que c'est faux. c'est ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé, encore une fois, du temps de Galilée. Les gens qui disaient que c'était la Terre qui tournait sur elle-même, comme tous les scientifiques, toutes les autorités de l'époque, qui étaient à la curie romaine à l'époque, affirmaient que c'était faux, d'ailleurs que la Bible l'avait dit. Donc ceux qui disaient le contraire étaient des mauvais croyants. Hum, Et puis, vous savez, du temps, un autre épisode, du temps de Pasteur, le grand Pasteur, qui s'est intéressé, bien entendu, à la médecine. Il n'était pas médecin, mais il hum, s'intéressait à la médecine. Et qu'est-ce que disaient tous les grands pontes, l'Académie de médecine, l'Académie des sciences, tout le monde disait, les microbes apparaissent par génération spontanée. C'est-à-dire que les microbes, ça arrive tout seul. exact. Donc, c'est pas la peine de se laver les mains, puisque si vous vous lavez les mains avant d'opérer un malade, ça sert à rien. De toute manière, les microbes apparaîtront. Mais c'était la thèse officielle. Il a fallu que Pasteur se batte pendant 10 ans, soit insulté, pour qu'il finisse, parce qu'il a fait des expériences, par Hum, montrer que s'il n'y avait pas d'apport de microbes, les microbes n'apparaissaient pas tout seuls. Et ça a pris 10 ans à Pasteur, et ça a causé des milliers de morts, notamment les femmes au moment des accouchements. Elles hum, pensaient, les gens qui venaient les accoucher, ne se lavaient même pas les mains. Et bien, évidemment, le résultat était tragique. Donc, on a, et puis il y a d'autres exemples. Enfin, là, on vient d'en citer deux. À partir du moment où tout le monde répète la même chose, l'immense majorité des gens ne peuvent pas penser que c'est faux. Ils ne peuvent même pas le... Alors, ils ne vous croient pas quand vous le dites. Et je pense que ceux à qui vous vous adressez ben, ne vous croiront pas non plus. C'est pour ça que c'est très important de demander, quand on le peut, à ces interlocuteurs d'aller faire la recherche eux-mêmes, par exemple, sur ce fameux consensus de 77, de 97%, qui en réalité est 0,5%. Enfin, il faut quand même le faire. Hein. Mais donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet. Et les professeurs, les enseignants hum. d'université ou d'ailleurs sont victimes eux-mêmes. Ils sont pris, en fait, sont obligés s'ils ne veulent pas perdre leur subvention, s'ils ne veulent pas être exclus du Oui, département. Donc, il y a une omerta par rapport à ceux qui oui, voudraient parler comme vous le faites. Vous avez, vous avez le loisir d'être à la retraite, donc c'est facile. Mais lorsque vous étiez fonctionnaire, il devait avoir une pression très grande pour empêcher de traiter de ces c'est sujets. vrai. Mhm. C'est vrai, mais je pense que ce n'est pas le cas majoritaire, malheureusement. Je pense que le cas majoritaire, ce sont des gens de bonne foi. Moi, j'en connais. Des Mhm. gens d'entière bonne foi qui ne peuvent pas imaginer C'est ça. que nous assistions à cette perte de raison collective. Parce que ce n'est pas croyable. Et tu ne peux pas dire ça puisque tout le monde dit le contraire. Voilà, combien de fois j'entends ce type de remarques. Et donc, c'est une explication. Et puis, heureusement, il faut être optimiste. Ah, tout ça se termine. Alors, un jour, il y a un Pasteur qui arrive, ou il y a un Copernic, ou un Galilée. Euh, et puis là, je dirais, me faire appuyer par un de nos grands penseurs collectifs, je pense à Descartes. Mhm. Il y a une citation de Descartes que j'aime beaucoup, et qui est la suivante. Lorsqu'une vérité est quelque peu difficile à découvrir, il serait étonnant que tout un peuple l'ait rencontrée. Mhm. Et il ajoute, l'unanimité des opinions n'est pas une preuve qui vaille. Voilà. Alors je trouve que on a tout dit dans cette citation, et c'était dit il y a 4 siècles par Descartes. Donc, l'histoire se répète. L'unanimité, l'unanimité des opinions n'est pas une preuve qui vaille. Exact. Et ben voilà, nous vivons ça pleinement. Et ce qui est étonnant, c'est que c'était vrai il y a 4 siècles, c'est encore tout à fait vrai aujourd'hui. C'est un peu triste parce que on n'a jamais autant de jeunes qui fassent des études, jamais autant d'universités, de savants soi-disant de haut niveau, et on est ramené à la situation d'il y a 4 siècles.
Monsieur Girondeau, c'est un plaisir de vous entendre. On a passé presque une heure ensemble et je vous remercie de votre disponibilité. La difficulté que l'on a, c'est que la population s'intéresse peu à toutes ces ramifications d'explications, mais il faut absolument convaincre ceux qui ont la capacité de saisir ces nuances scientifiques-là et de l'exprimer à la population en général, le marteler. C'est l'objectif qu'on s'est donné dans le balado Réalisme climatique ici au Québec. Vous faites partie maintenant de la famille. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau au courant de l'année. En tout cas, je vais vous solliciter à nouveau éventuellement. On aura sûrement le professeur Duberger avec nous à une prochaine rencontre. Alors, merci beaucoup de votre générosité. Salutations à la France et à une prochaine, mon cher monsieur. Merci beaucoup et j'adresse un affectueux souvenir à ma filière québécoise parce que j'ai ma fille, mes petits-enfants qui sont québécois. Voilà. À bientôt. Bravo. Merci. Alors, merci à tous de participer. On voit que ce n'est pas facile. Hein? Il y a des cycles au niveau énergétique, au niveau des températures, du climat, des cycles qu'on peut analyser. On l'a prouvé avec quelques balados là, en quelques semaines. On a démontré rapidement que tout cet édifice de narratif du mensonge est facile à démolir, est facile à défaire. Donc, il faut juste s'astreindre à faire les recherches. Et comme le disait M. Christian Girondeau, il faut continuer à analyser. On a l'intelligence artificielle maintenant à qui on peut poser des simples questions et qui vont nous répondre avec des faits qui doivent être vérifiés, mais en général, vous allez avoir l'heure juste par rapport à la réalité. Et ça nous permettra justement de comprendre que les cycles climatiques naturels qui s'étalent sur une très longue période ne peuvent pas être évalués comme on nous l'a fait en quelques années. On est passé dans les années 80 à des scénarios catastrophes de froid total. On était pour être congelé en 2000. On est rendu en 2026 et on devait marcher sur l'eau partout et être dans des températures excessives. Alors, tout ça ne s'est pas avéré. C'est la preuve du mensonge. Maintenant, il faut revenir aux faits. Il y a quand même une réalité avec laquelle on doit fonctionner. Et j'invite la population, je vous invite tous à poursuivre l'écoute des prochains balados. On vous reviendra avec d'autres éditions prochainement. Merci de votre écoute. À bientôt.